Alors, mon projet donc est le suivant. L'infrastructure que j'ai mis en place est la suivante. Ici, je suis sur AWS. Sur AWS, la région dans laquelle mon infrastructure va être placée, c'est la région EU-Ouest-3 qui est à Paris, parce que les utilisateurs qui vont utiliser cette application sont à Paris. Ensuite, dans mon projet, je crée un VPC, donc un Virtual Private Cloud, sur AWS. Ensuite, dans ce VPC, il y aura trois sous-réseaux. Il y aura un sous-réseau public. Dans ce sous-réseau public, toutes les instances que je vais créer auront accès à Internet et pourront être accédées à partir du SSH. Donc, les instances EC2 qui vont être créées pourront avoir une adresse IP publique. Je crée deux sous-réseaux privés et je vais avoir dans ces deux sous-réseaux privés, dans le premier sous-réseau privé, j'aurai une instance Apache et une instance RDS qui permettra de faire fonctionner ma base de données MySQL. Et dans le deuxième sous-réseau, j'aurai une instance Apache et une instance RDS qui va permettre de faire fonctionner ma base de données MySQL. Ensuite, je crée un load balancer dans le réseau public. Ce load balancer, ça va être un load balancer, c'est-à-dire qui va permettre de pouvoir faire de la haute redondance sur les instances Apache qui seront situées chacun dans deux zones de disponibilité différentes pour plus de sécurité. Et donc ce load balancer permettra tout simplement de pouvoir gérer le trafic entre ces deux instances Apache. L'instance, les bases de données RDS, eux, se situent dans deux zones de disponibilité. Ils fonctionnent en mode actif-passif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les instances Apache pourront communiquer, par exemple, avec cette base de données qui sera dans le réseau privé Subnet 1, par exemple, et uniquement avec celle-là. Tout ce qui sera inscrit sur cette base de données-là sera répliqué dans celle-là, c'est-à-dire donc déjà on va avoir la sauvegarde qui va se faire de manière entièrement automatisée. Si cette base de données, celle-là, tombe en panne, alors c'est celle-là qui prendra le relais. C'est ça qu'on appelle le mode actif, passif, c'est-à-dire que les deux bases de données ne fonctionnent pas en même temps. Donc là, on voit que on installe une solution avec de la haute redondance. Ensuite, dans un premier, on voit ici qu'il y a une Internet Gateway. Cet Internet Gateway permettra aux instances Apache, cet Internet Gateway qui va être associé, la NAT Gateway plutôt, donc qui va être associé à notre sous-réseau public, permettra aux sous-réseaux privés qui sont ici de pouvoir avoir des instances qui permettront d'accéder à Internet pour aller récupérer de l'information. Puisque si on laisse ces instances-là que dans ce sous-réseau privé-là, eh bien, on ne pourra pas installer des logiciels, des programmes. En particulier, on ne pourra pas installer Apache. Donc, on a une NAT Gateway qui a été mise en place. Et on va avoir des tables de routage qui seront affectées à chaque sous-réseau privé pour que les instances Apache qui sont ici puissent accéder à Internet, mais elles ne seront pas accessibles à partir d'Internet. Comme ça, on met de la sécurité en place, le fait que toutes nos instances sont dans un réseau
privées hein, et qu'elles seront accessibles qu'à partir du load balanceur. Donc, très concrètement, alors de plus, on a créé plusieurs groupes de sécurité. Les groupes de sécurité agissent comme des pare-feux. Hein. On a créé un groupe de sécurité pour le bastion, qui est ici. Hein. Le bastion, c'est tout simplement une instance EC2 sur laquelle on pourra se connecter à partir d'Internet. Et c'est à partir de ce bastion qu'on pourra se connecter aux instances Apache qui sont ici. On a donc voilà fait un petit peu le tour. Alors dans un premier temps, l'objectif c'est de faire fonctionner ça en HTTP à partir du load balancer, puisque on veut d'abord voir si ça fonctionne. Sur les instances Apache, on pourra définir dans un premier temps un certificat auto-signé qui ne protège pas vraiment, mais c'est pour des besoins de test. Et puis dans un deuxième temps, on verra comment est-ce que l'on peut créer un certificat qu'on va placer sur le load balancer pour pouvoir accéder en HTTPS. Donc, les codes de l'application sont expliqués de manière détaillée dans ce document. Et on va aller les exécuter. Alors, premièrement, Terraform init. Alors, ce qui est important aussi, hein, par rapport, voilà, donc Terraform init hein, pour pouvoir initialiser notre installation. Pour pouvoir initialiser le répertoire et récupérer le driver. Ensuite, Terraform plan, ça permet de voir ce qui va se passer et toutes les ressources hein, qui vont être créées par notre produit. Hein. On voit toutes les ressources hein, quand on fait un Terraform plan. Ça permet de voir toutes les ressources qui vont être créées. Par exemple, ici, hein, on voit qu'il y a l'instance RDS hein, qui sera créée, donc celle qu'on a vue tout à l'heure, les deux instances qui sont là. Ensuite, on voit également, si on descend un petit peu plus bas, on voit ici l'autre instance RDS, hein, puisqu'il y en a deux qui devront être créées, comme on vient de les voir dans le schéma. Une première instance Apache, ensuite une autre instance Apache qui sera créée. Ensuite, on va avoir le bastion qui va être créé. On va avoir ensuite la gateway Internet qui va être créée. Ensuite, le load balancer qui sera créé. Ensuite, le listener qui va être créé. Alors, le listener, c'est quoi? Le listener, ça signifie tout simplement que on va ajouter un écouteur au load balancer. Et donc, quand le load balancer va recevoir du trafic via HTTP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement renvoyer ce trafic vers ce qu'on appelle un groupe cible. Alors, on va faire le groupe cible ici. Voilà. Il va renvoyer le trafic vers ce qu'on appelle un groupe cible ici. Voilà, le groupe cible, pas ici, voilà. Il va renvoyer ça vers le groupe cible, voilà. Ce groupe cible, voilà, comme ça, ce groupe cible contient ces deux instances qui sont ici. Donc ce qui se passe, c'est que, hop, il reçoit du trafic de l'extérieur avec HTTP. Donc, il y a un écouteur qui est mis en place. Cet écouteur, dès qu'il constate qu'il a reçu du trafic via HTTP, il redirige ce trafic vers le groupe cible, et le groupe cible, lui, contient ces deux instances Apache, hein, et donc il renvoie vers l'un ou vers l'autre. Donc, ça c'est ce qui est défini ici. On voit d'ailleurs ici, si je continue, AWS LB Target, le groupe cible que je viens de voir. Hein.
Et donc, si je descends encore un petit peu plus bas, on voit également dans le Terraform Plan le groupe cible, hein, qui va faire partie, qui contient l'instance Apache 1. On voit là toujours la deuxième instance qui va faire partie du groupe cible, la NAT Gateway. On voit également que des tables de routage ont été créées pour que on puisse aller sur Internet à partir des réseaux privés. C'est-à-dire que donc ça signifie tout simplement que il y a des tables de routage. Voilà, ici, alors, je vais descendre ça. Il y a des tables de routage, je vais faire ça ici, qui sont donc associées au sous-réseau. Table de routage, ici. Table de routage. Table de routage. Table de routage. Table de routage. Ces tables de routage sont associées au sous-réseau privé. Pourquoi? Parce que les instances Apache, elles ont besoin d'aller sur Internet. Donc ces tables de routage indiquent que pour aller sur Internet, eh bien, il va falloir donc passer par la NAT Gateway, hein, qui est associée au sous-réseau public. Donc c'est ce qu'on voit ici aussi. On voit également qu'il y aura une route publique qui va être créée. Ici, voilà, une table de routage pour les réseaux privés. On a une table de routage pour le réseau public. Et on a le groupe de sécurité du bastion. Voilà, on voit absolument toutes les ressources qui vont être créées. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, on applique, hein, on va faire un Terraform Apply et on attend que notre infrastructure soit créée. Donc, ici, dans le... Alors, ici, dans ce document, voilà, dans ce document, tous les fichiers de l'application sont définis, hein, pendant que ça s'exécute. Alors, une chose importante, hein, voilà. Alors, je vais... Voilà, donc là, on a tous les codes. On a d'abord le fichier provider.tf. Ce fichier provider.tf qui est ici est expliqué clairement ici. Donc, ce qu'il fait. Ensuite, on a une définition détaillée du fichier provider.tf. Et voilà ce qu'on trouve dans ce fichier provider.tf. Et le code est expliqué, hein, parfaitement ici. Ensuite, on a le fichier network.tf. Alors, dans le fichier, d'abord, hein, par rapport à notre infrastructure, le fichier provider.tf, lui, ce qu'il fait, puisqu'on utilise du Terraform, hein, il faut comprendre que le fichier provider.tf, ce qu'il fait, il va tout simplement, hein, parce que là, on a AWS, mais comme on veut utiliser Terraform, donc ça veut dire que, hein, donc ici on va avoir le poste de travail, hein, votre poste de travail à vous, sur lequel vous allez installer Terraform. Hein. Et donc, quand vous faites un Terraform init, hein, quand on fait un Terraform init, qu'est-ce qui se passe?
eh bien, on va tout simplement initialiser le provider, hein, c'est-à-dire qu'on va récupérer une sorte de, comment dirais-je, donc une sorte de driver, hein, et ce driver va permettre à Terraform de pouvoir envoyer des commandes à l'API AWS. Vous voyez, donc il va pouvoir envoyer des commandes à l'API AWS. L'API AWS, c'est des fonctions qui vont permettre de créer automatiquement toute cette infrastructure. Donc là, ce qui se passe, c'est ce que fait Terraform.init. On va avoir une API AWS ici, hein, qui va permettre de recevoir ces commandes API AWS. Donc ça, c'est fondamental de comprendre ça. Donc, le fichier est clairement expliqué ici. Ensuite, on a le fichier network.tf. Alors, le fichier network.tf, hein, qu'on retrouve dans cette infrastructure, il est ici, ce fichier network.tf. Si on revient ici, le fichier network.tf, c'est lui qui va permettre de créer tous les composants réseau. C'est là où on va définir l'Internet Gateway, la NAT Gateway, on va créer le VPC, on va créer les groupes de sécurité. Voilà, donc on va créer pas mal de choses, hein, concernant donc, si vous voulez, donc les tables de routage également, hein. Donc si on va voir un petit peu ce fichier qui est ici, hein, donc le voilà, il est bien expliqué ici clairement. Voilà, donc on explique, hein, ce que c'est que qu'est-ce que contient ce fichier, et puis voilà, donc le code est bien détaillé. Il faut aller le comprendre. Le groupe de sécurité. Ensuite, si voilà, tout ça est expliqué dans ce document. Ensuite, on a le fichier alb.tf. Le fichier alb.tf, alb.tf, le voilà, ce fichier alb.tf, c'est là où on va définir le load balancer qui est ici, hein. Donc là, ce fichier alb.tf est expliqué clairement ici, hein, ce que fait ce fichier alb.tf. Voilà, donc là, on a l'explication détaillée du fichier alb.tf. Ensuite, on définit très clairement les instances. Alors les instances, c'est quoi? C'est tout simplement ces deux instances Apache là. Donc tout ça est défini, hein, dans le fichier instance.tf qui est expliqué très clairement ici. Voilà, fichier instance.tf. Voilà. Donc tout ça est expliqué, hein, c'est-à-dire que les codes sont expliqués, ce qui a en vert explique clairement les lignes, hein, ce que fait. On a le fichier rds.tf. Le fichier rds.tf, c'est lui qui va permettre de créer ces deux bases de données, hein. Ce fichier rds.tf est donc expliqué clairement dans ce document, hein. Vous pouvez aller en prendre connaissance. Voilà. Voilà, donc là, on a fait un peu le tour. Il reste un seul fichier, c'est le fichier output.tf. Lui, c'est lui qui va permettre, comme on va le voir, hein, de pouvoir faire les affichages, hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il va permettre d'afficher, en particulier sur tout ce qui nous importe beaucoup, le endpoint de la base de données, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut accéder à la base de données RDS, et puis le nom du DNS du load balancer, c'est-à-dire que très concrètement, j'aurai le DNS du load balancer, donc ça me permettra d'avoir l'adresse IP pour pouvoir tester si ça marche, et ici, donc, j'aurai les endpoints du RDS. Voilà. Donc voilà pour expliquer clairement les choses. Reste un seul fichier, c'est le fichier des variables, hein, dans lequel on définit les variables. .tf. Ici, pardon. Voilà.
on définit les variables à ce niveau-là. Donc il y a plusieurs variables qui sont définies, une variable où on définit la région, une variable où on définit l'instance. Ici, ça c'est une variable, alors attention, ça, il ne faut pas utiliser la même adresse IP que la mienne, ça c'est l'adresse IP de chez moi. Donc vous, il faut voir chez vous, hein, vous allez sur Google, là vous tapez mon adresse IPv4, vous tapez ça, quelle est mon adresse IPv4, et là vous avez votre adresse qui va s'afficher ici. Et cette adresse-là, vous la récupérerez et vous la mettrez ici et vous laissez /32. Ça va permettre dans les fichiers Terraform de pouvoir faire en sorte qu'en SSH, il sera impossible d'accéder en SSH à la machine Bastion qui est ici. Alors on va revenir un peu sur l'explication de la machine Bastion. Si ce n'est pas à partir de votre adresse IP à vous. Donc le Bastion ici, c'est encore une mesure de sécurité qui va permettre de tout simplement pouvoir être le point à partir duquel on pourra accéder aux instances. C'est-à-dire qu'il faudra que je fasse SSH vers le Bastion, et c'est à partir du Bastion que je ferai un SSH vers les deux instances. Une chose importante également, bien sûr, c'est que dans le répertoire qui est ici, dans l'infrastructure LS, j'ai une clé SSH que j'ai créée sur AWS, et que c'est à partir de cette clé que je pourrais accéder au Bastion. C'est indispensable qu'il y ait une clé SSH. Cette clé SSH a été créée à partir du Bastion. Clé SSH. Alors, voilà, à partir de AWS. Clé SSH.pem. Donc je l'ai créé sur AWS et je l'ai téléchargé pour pouvoir accéder en SSH au Bastion. Donc, si je continue, donc ici, donc je disais que j'ai défini les variables. Voici les différentes variables que j'ai définies. Ici, un mot de passe pour la base de données, il faut qu'il soit complexe. Un nom de domaine à partir duquel je pourrais définir, qui va m'aider justement à définir le HTTPS, comme on va le voir dans une prochaine vidéo. Les blocs CIDR, le VPC, le nouveau VPC que je vais créer, qui aura pour adresse IP 10.0.0/16. Ça veut dire que ici, sur le schéma, ce VPC-là, celui-là, son adresse, ce sera ça. Ici, je crée pour le Bastion, je le mets dans un sous-réseau public. Donc ça veut dire que ici, dans le subnet, j'aurai cette adresse IP-là. Ensuite, ici, je crée un premier sous-réseau. Voilà, ça c'est le sous-réseau qui va se situer ici. Voilà, subnet 1, ici, celui-là. Donc le subnet 1 qui aura cette adresse IP-là. Et dans le subnet 2, j'aurai alors paramètre subnet CIDR, j'aurai tout simplement l'ensemble de ces adresses IP-là. Voilà, donc là, ça c'est pour tout simplement le RDS. Ça c'est le public. Donc ici c'est le private. Voilà, donc ça c'est pour... Alors je descends un peu plus bas parce que... Voilà, donc là, j'ai plusieurs... Alors ça, c'est le bloc CIDR pour le VPC. Ça, c'est le bloc CIDR pour l'adresse publique. Je vais recommencer. Hop. Pour l'adresse publique, elle est ici. Donc ça, c'est pas 24. Je me suis trompé ici. Ici, ça va être plutôt... Alors ça, par exemple, pour la première. Ici.
Donc c'est 2, et ensuite, pour l'autre sous-réseau, j'aurai cette adresse IP-là. Voilà, ici. Voilà. On va aller voir ce qui se passe. Voilà, donc là, c'est pas mal, c'est fait. Donc si je récupère cette adresse, donc ça, comment est-ce qu'on obtient cet affichage? C'est grâce au fichier output.tf. Output avec un S. Hein. Vous voyez, donc, on obtient l'affichage de l'ALB. Donc, cet affichage que j'ai obtenu ici, là, va me permettre de voir si en HTTP, j'accède bien à mes instances Apache. HTTP : je colle, hop, et on attend. Alors, des fois, il faut attendre un petit moment. Hein. On peut aller sur AWS pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, AWS, aws.com, parce que des fois, il faut un petit moment pour que tout ça se mette en place. Alors, on va y aller sur aws.com. Hop. Alors, voilà. Hop, regardez. Je valide, c'est l'instance 2, l'instance 1, l'instance 2, l'instance 1, l'instance 2. Donc, quand je viens ici sur Amazon, qu'est-ce que j'ai? Hein, donc, je vais me connecter sur Amazon pour voir ce qui a été créé. Donc, ici, hop, hop, hop. Voilà, je me connecte. Bien sûr, bon, je vais skipper ça. Voyons ce qui a été créé. Hop, je viens sur service. Je vais sur C2. Là, dans instance en cours d'exécution, ici, j'ai quoi? J'ai bien les trois instances. J'ai Apache, l'instance Apache 1, l'instance Apache 2 et le bastion. Donc ça veut dire que j'ai le bastion, l'instance Apache 1, l'instance Apache 2. Allons voir encore ce qui a été créé. Si je vais maintenant dans les VPC. VPC. Si je clique sur VPC, voilà, vos VPC, je constate qu'il y a le main VPC 10.00.16 ici, qui était... alors le clash, c'est pas bon. Je pense que là, j'ai dû me tromper. On va retourner sur les variables. Hein. Voilà, oui, donc je me suis trompé. Hein. C'était 10.0.0.16. Hein. On va remettre ça sur notre... ici. Hein. Voilà, c'est 10.0.0.16 ici. Hein. Donc, le VPC a bien été créé, comme on le voit ici. Voyons les sous-réseaux. Alors, les sous-réseaux on a quoi? On a le 10.0.0.1/24 qui est le private subnet 1. Allons-y pour voir, et qui fait partie du VPC, bien sûr, hein, le VPC que l'on a créé, hein, nous, tout à l'heure. Hein. Donc, ici, on a bien ce 10.0.0.24 qui est ici, 10.0.0.2.0/24. Hein, c'est bien ça. Voilà. C'est 1.0/24. Alors, c'est celui-là, pardon. Il y en a, voilà, private subnet 1, 10.0.0.2.0/24. Et j'ai le subnet 2, 10.0.0.3.0/24, qui a été, voilà, avec le 3.0 qui a été créé. Donc on voit que ça a créé ses ressources. Allons voir encore ce qu'il a créé. Si je tape RDS, si je fais RDS, hein, je clique sur RDS, on constate ici dans RDS, hein, si je clique sur base de données, qu'il y a bien ma base de données qui est ici. Hein, je clique dessus. Voilà, cette base de données, elle est ici. Hein, c'est la base de données qui a été créée. Hein,
qui sera donc dans les deux sous-réseaux. C'est on voit donc que c'est une base de données qui va permettre de faire de la haute redondance. D'ailleurs, on voit ici un multi-AZ, c'est-à-dire que on a ce fonctionnement actif-passif, donc qui est très important pour la redondance. Ensuite, si je tape ici, je vais faire EC2 pour revenir sur les instances EC2. Voyons ce qui a été créé encore. Si je vais sur équilibreur de charge, par rapport à l'équilibreur de charge qui est ici, load balanceur. Donc, je constate que cet équilibreur de charge a été créé ici. Voilà le WebALB. Et voici le nom du DNS. Le DNS, c'est celui qui nous a affiché tout à l'heure. Si je descends sur si je clique sur WebALB, je constate qu'il y a un écouteur qui a été mis en place, c'est bien cela, et donc il doit y avoir une transmission au groupe cible. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Il y a un écouteur qui est mis en place, c'est transmission au groupe cible. Allons voir le groupe cible pour s'assurer qu'il possède bien les instances qui sont ici. Si je descends sur groupe, je clique sur groupe cible. Voici le groupe cible. Je clique dessus. Et là, je constate qu'il a bien, ce groupe cible, il a bien les deux instances Apache vers lesquelles il va effectuer la transmission. Ça, c'est pas mal, on vient de tout voir. Si je vais sur, je tape passerelle, par exemple, si je tape passerelle, ici, alors même pas, tiens, je vais faire EC2 tout simplement, et puis on va aller rechercher. Alors, VPC, je vais taper VPC, alors je vais faire EC2. On va sur EC2 pour avoir tout simplement donc alors adresse IP élastique également. Donc là on voit qu'il y a une adresse IP élastique, c'est-à-dire une adresse IP qui ne va pas changer, qui a été attribuée à qui a été définie. Ça c'est important, l'adresse IP élastique. Puisque l'adresse IP élastique, c'est une adresse IP qui ne va pas changer. Alors, cette adresse IP élastique, à qui est-ce qu'elle a été attribuée? Si on va sur VPC. Si on va sur VPC, on constate qu'on a créé une passerelle NAT. Tout à l'heure, si je reviens ici, j'ai créé une passerelle NAT ici. Et donc, cette passerelle NAT, il faut qu'elle ait une adresse IP fixe pour que on puisse toujours pouvoir la référencer. On la voit d'ailleurs ici, l'adresse IP publique 13.39.205.159. C'est l'adresse IP élastique qui a été attribuée à cette NAT Gateway. On a donc cette passerelle NAT qui donc possède cette adresse IP élastique. On a les passerelles Internet qui sont définies ici. Voici une passerelle Internet qui permet d'accéder à Internet, comme on l'a vu sur notre schéma. On voit les tables de routage. On voit ici, par exemple, une table de routage publique. Cette table de routage publique, c'est une table de routage. On peut d'ailleurs consulter ce qu'il y a dans la table de routage publique. Il y a l'adresse 0000, c'est-à-dire une destination par défaut, où on dit qu'on doit passer par la passerelle. Ça veut dire que ici, un ordinateur qui souhaite aller sur une adresse qui n'existe pas ici, plutôt ici, donc ce bastion qui souhaite aller sur Internet, eh bien, pas de problème, il va pouvoir tout simplement utiliser cette table de routage par défaut, et il sait donc qu'il doit passer par cette passerelle. Pour les autres tables de routage, on a une table de routage qui est associée au réseau privé. Donc voici par exemple une table de routage associée au table privé. On a le 000/0, ça veut dire qu'on a une table de routage qui cible le NAT. Ça veut dire que ici, ces deux instances-là, si elles veulent aller sur Internet, grâce à cette table de routage, elles savent qu'elles doivent passer par la NAT Gateway qui est ici. Comment on accède au bastion? C'est tout simple, il suffit de venir ici. On va aller sur EC2, ici. Hop.
quand vous allez sur EC2, vous cliquez sur instance en cours d'exécution, vous avez le bastion qui est là. Ce bastion, vous faites se connecter. Quand vous faites se connecter, vous cliquez sur le SSH qui est ici. Et là, il suffit de coller ici, puisqu'on a la clé. Hein. Voilà, yes. Et voilà, je suis sur le bastion. Comment je fais, donc là, si je viens ici, je suis sur le bastion. Comment je fais pour accéder aux instances Apache? Eh bien, il va falloir le faire à partir du bastion. Donc ça veut dire que là, je suis sur le bastion. D'accord? Allez, je vais retourner ici, hein, toujours dans le même dossier, hein, j'ouvre tout simplement un autre terminal. Je vais faire un... J'ai cette clé SSH, qui est ici. Je vais tout simplement l'afficher, cette clé SSH, hein, qui est sur mon poste de travail.pem. Je vais récupérer le contenu de cette clé, comme ça. Et une fois que j'ai récupéré le contenu de cette clé, je vais tout simplement créer cette clé ssh.pem. Je la crée sur le bastion. Et je colle la clé. Je sauvegarde. Ça veut dire que sur le bastion, puisque là je suis sur le bastion, j'ai cette clé. Je vais lui donner uniquement la lecture, la possibilité une permission en lecture. Hein, c'est-à-dire, en aucune manière, cette clé ne pourra être modifiée. Et là, pour pouvoir maintenant accéder à partir du bastion à mes autres instances, il suffit tout simplement que je vienne là, que je clique sur bastion. Et là, sur bastion, je clique sur se connecter. Non, pardon, excusez-moi. Je reviens sur EC2. Je clique sur l'instance en cours d'exécution. Je clique sur une des instances Apache. Je clique sur se connecter. Je clique ici. Et voilà, à partir de là, je reviens sur le bastion. Je colle et je vais, à partir du bastion, pouvoir me connecter à un des serveurs Apache. Et là, je suis sur un serveur Apache qui a une adresse IP privée. Si je fais un curl localhost, je constate que le serveur fonctionne bien. Voilà, donc ça c'est parfait. On peut sortir du serveur Apache, on peut sortir du bastion et je peux détruire cette installation. Voilà, et je réponds yes, il faut la détruire, il ne faut pas la laisser. Voilà donc pour ces explications.